Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et ceci est le 89e épisode. Cette semaine, un sujet un peu plus léger que ce qu'on a eu comme Grand Prix dimanche dernier. On va parler de Aston Martin et de leurs ambitions, en fait, surtout avec la nouvelle concernant la construction de leur usine qui devrait débuter bientôt et qui devrait se terminer d'ici 2022 ou 2023. Pour ce faire, on va en parler avec Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria. Salut à deux. Comment vas-tu? Ça va bien. Super. Et on a Marc-André Fortin qui va arriver un peu plus tard dans l'épisode, puisque il est pris avec des travaux à l'école. Donc, il a pris un as. Oh my God. Bruh. Oh dear. Donc, comme Ana Maria a dit, oui, Marc-André sera présent un peu plus tard pour amener son grain de sel dans l'histoire de Aston Martin. Dans le débat sur Aston Martin, puis si on a du temps, on va parler de McLaren et de leur retour en force bien mérité. Alors, sans plus tarder, laissez-moi mettre un peu de contexte dans notre sujet d'aujourd'hui. Alors, cette semaine, on a appris que Aston Martin va officiellement débuter les travaux pour construire leur usine de Formule 1 pas très loin, à côté de leur usine actuelle à Silverstone, donc qui accueillait déjà les bases de Jordan, Spiker, Midland, Force India et Racing Point et maintenant Aston Martin. Donc, c'est là depuis 1991, l'année de fondation en Formule 1. Alors, c'est un projet qui devrait coûter entre 263 puis 350 millions de dollars canadiens. L'écurie devrait s'y installer à la fin 2022, début 2023. Et à l'intérieur de cette usine, il y aura une usine, une soufflerie, un centre de conférence, un auditorium, un département historique, probablement non seulement pour l'écurie de Formule 1, mais aussi pour la marque de voiture en tant que telle. Et il y aura d'autres bureaux. Et en plus de cela, ça va être la première usine de Formule 1 construite par une écurie depuis la McLaren Technology Center en 2004, puisque effectivement, la plupart des écuries ont changé de nom. Par exemple, Mercedes utilise les usines construites par British American Racing / Tyrrell. Red Bull utilise les usines que Stewart Grand Prix a construit à Milton Keynes. AlphaTauri utilise celle qui était utilisée par Minardi, etc., etc., etc. Donc, les seuls qui ont leurs propres usines, donc c'est McLaren, Ferrari. Puis c'est pas ma ça, j'ai déjà un blanc de mémoire, mais si jamais j'en ai un. Mais enfin, vous comprenez le concept. Donc, c'est dans la vision de Lawrence Stroll, le propriétaire de l'équipe et de Aston Martin. Et Ana Maria, j'aimerais avoir, je sais pas si tu as vu les images des bureaux de Aston Martin. Quelles sont tes impressions sur cela? Oui, j'ai vu un peu la maquette qui ont fait de qu'est-ce qu'ils vont construire, les photos qu'on a envoyées, en fait, qu'est-ce qu'ils ont envoyé au milieu. Mais ça donne de l'espoir parce que on voit que Lawrence Stroll, il pas juste là pour que son enfant soit capable d'être à Formule 1, comme tout le monde dit. Lui, il fait quelque chose parce que ça c'est à long terme. Quand quelqu'un il prit la décision de faire une usine, c'est pas juste parce que là c'est le pilote. C'est parce qu'il veut rester là et il veut rester pour longtemps parce que sinon la décision n'était pas prise. Et ça a pris un peu de retard aussi parce qu'il a été annoncé avant
la construction de la nouvelle usine, mais je pense qu'à cause del COVID 2020 était pas une bonne année et tout est retardé et finalement, esta semana, ils donnent les coups d'envoi eh, pour commencer à construire pour verrer et je pense que c'est très bon aussi pour la Formule 1 parce que maintenant qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles équipes, comme tu l'as dit, toutes les équipes qui viennent et prennent la usine de celui qui était avant, ils font pas beaucoup de rénovation, c'est juste le dernier qui a fait la soufflerie, c'est Ferrari, qui en plus ça marchait pas très très bien. Ouais. Mais maintenant Aston Martin, il prend les choses au sérieux et ça c'est une bonne affaire pour la Formule 1. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, on va reparler justement de Lance, des ambitions de Aston Martin et de Lawrence Stroll, entre autres. Mais je pense que, et Otmar Szafnauer l'a dit aussi dans le communiqué de presse, en fait, pardon, pas Szafnauer, Lawrence Stroll, sans cette nouvelle usine, Aston Martin ne peut pas progresser dans la hiérarchie en Formule 1 parce que, il faut se le dire, actuellement, les usines, l'usine actuelle qui se trouve pas très loin de Silverstone, juste à côté, en fait, elle accueille l'écurie, mais ça ne leur permet pas d'avoir les meilleurs outils nécessaires pour justement pouvoir progresser. C'est sûr que il faut se rappeler, Lawrence Stroll est arrivé dans le décor en milieu de 2018 quand il a racheté Force India pour que ça devienne Racing Point. Donc, le fait d'avoir une usine en tant que telle plus grosse qui va permettre d'accueillir plus de 1000 employés. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est quelque chose dont on va en parler aussi. Il y a il y a eu beaucoup d'embauches du côté d'Aston Martin. Et ils sont allés grappiller dans plusieurs écuries, en fait. Alors, avoir des usines fraîchement neuves avec les toutes récentes technologies, ça va leur permettre au moins de mieux travailler. Puis, on le sait, on le répétera jamais assez, cash is king. Si tu ne peux pas performer en course automobile avec de l'argent, tu peux pas réussir. Je comprends que avant l'arrivée de Lawrence Stroll, le team Silverstone, en fait, était une équipe qui était capable de maximiser son budget avec ses performances tout dépendamment du budget, qui était très peu. Mais là, Lawrence Stroll veut amener le niveau à un autre cran. Alors, je pense que cette usine va les aider au moins à réaliser cet exploit. Oui, ça les permettra de travailler beaucoup plus mieux, d'aller à l'avance, utiliser la nouvelle technologie, comme tu viens de le dire, et aussi surtout que il y a beaucoup de monde qui était appelé sur Aston Martin, qui viennent des autres équipes, mais aussi il y a, quand Aston Martin a pris Racing Point et en Force India, il y a beaucoup de nouvelles embauches de nouvelles personnes, diré comme des ingénieurs juniors qui viennent sortir de la université parce que moi-même, je connais quelques-uns qui ont allé juste offrir directement à Aston Martin, fait que ça mélange un peu qu'est-ce qui était avant, comme c'était difficile de travailler avec la nouvelle intégration de beaucoup de monde, des ingénieurs qui viennent tout frais de sortir avec de nouvelles idées, mais que ça mélange bien parce que oui, on a besoin de monde avec l'expérience en Formule 1 pour faire les travaux, mais aussi besoin de nouvelles parce que quand la relève, il faut que soit là quand tous ceux qui étaient avant, ils vont partir.
Exact. Ça prend un environnement de travail très apte, très propre et très agréable pour travailler et être inspiré pour justement atteindre les objectifs ciblés par l'équipe. Et aussi quelque chose que j'ai lu, à la base, l'usine n'était pas supposée avoir une soufflerie, mais parce qu'elle utilisait celle de Mercedes Ouais. je pense que c'était à Brackley ou à Brixworth. Même Andy Green, qui est actuellement le directeur technique chez Aston Martin, a dit, ben, vous savez, tu sais, Lawrence, ce serait bien d'avoir une autre soufflerie parce que ça va nous permettre d'avoir au moins notre propre, on va pouvoir développer Oui, parce que notre propre, c'est pas pareil, c'est pas c'est pareil. ça. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire, parce que c'est mieux avoir ses propres, même si c'est réglementé, tu peux pas utiliser la soufflerie plus que ce que la FIA te donne Ouais, de temps au soufflerie, mais quand même, c'est mieux que ça soit la tienne. exact. Parce que d'une façon ou autre, si utilise la soufflerie de Mercedes, on dit non, y se passe ces informations à vous, mais quand même, je passe par là. Exact. Exactement. Puis ça va les aider à développer leur propre système aérodynamique plutôt que d'aller c'est pas très loin de toute façon Brackley ou Brixworth de Silverstone. Alors tu sais, c'est quand même c'est comme quoi 30-45 minutes à faire à peu près là, mais ouais, non, c'est ça. Au moins avoir sa propre soufflerie. Pas besoin d'aller aller faire genre 1 heure aller-retour pour utiliser la soufflerie dans une autre usine. Alors, je pense que ça va leur aider grandement. Puis, bon, cette année, ça ne va pas très bien surtout au niveau de la voiture, Non. mais ils se préparent entre autres pour 2022. Le deuxième point que je voulais amener, en fait, c'est justement, on en parlait, Aston Martin, ben, plus Lawrence Stroll vise le titre dans 3 à 5 ans. À 5 ans. Et comme tu l'as dit, Anna Maria, il n'est pas là pour, comment je dirais, il n'est pas là juste pour le fun, parce qu'il est en Formule 1, son fils est en Formule 1, il est là pour gagner. Il a toujours été excellent en business, que ce soit avec Tommy Hilfiger, Michael Kors, ou n'importe où il est passé, il a eu du succès. Et dans une entrevue qu'il a accordée, je pense la semaine dernière à Damien Smith, pardon, de Autocar, il a dit ceci: le succès en Formule 1 ne vient pas en une nuit seulement. Ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Puis on regarde Mercedes, on regarde toutes les écuries qui sont passées, Mercedes et Red Bull. Quand Mercedes est revenu en Formule 1 en 2010 comme constructeur, c'était pas une équipe qui pouvait aspirer à la victoire. C'est une équipe genre un peu milieu de plateau, mais qui était capable d'aller chercher un top 5, voire même 1 ou 2 podiums. Ce qui a été fait, entre autres, avec Nico Rosberg et Michael Schumacher une fois, entre 2010 et 2012. Ça a été des podiums. Et ensuite, Nico Rosberg a commencé à gagner en 2012. Et ensuite est arrivé Lewis Hamilton. Ça a pris, la relation a pris un peu de temps, mais il y a eu un peu de succès. Et boum, lorsqu'il y a eu le changement de réglementation, c'est devenu l'équipe qu'on connaît, une équipe qui domine. Même chose pour Red Bull. Ça a été les premières années en 2005, 2006, ça a été compliqué. Ils sont allés chercher Adrian Newey. Ça a pris un peu de temps, mais ensuite en 2009, avec le changement de réglementation, ça les a aidés aussi pour se battre pour le titre, puis ensuite gagner 4 fois consécutivement. Maintenant, avec Aston Martin, c'est sûr que en ce moment, les résultats ne sont pas là. Il y a eu certes le podium de Sébastien Vettel à Bakou,
et celui qui devait avoir à Budapest. Sinon, ce sont des résultats coup-ci, coup-ça. Donc, si tu arrives en 2022 avec une voiture relativement compétitive, si le travail est bien fait, si tout va bien, tout se déroule à la lettre, ben là, ils vont pouvoir commencer avec une bonne tactique pour débuter le titre, pour se battre pour le titre, ou bien même se battre pour des victoires à la limite pour commencer minimalement, je veux dire. Oui, c'est ça. Il faut que le plus important, c'est que même si la usine il sera pas prêt avant 2023, j'imagine, parce que ça vise la fin 2022. Il faut qu'il démarre la nouvelle réglementation, disons, en bonne forme, qu'il fasse quelque chose de bien, parce que je pense que l'erreur aussi de Stroll un petit peu, c'est faire trop confiance à Mercedes. Oui. Et quand ils ont mis à faire à peu près les mêmes dessins, et il y a eu des pénalités aussi. Et là, cette année, Mercedes, c'est un peu plus difficile. Mais dans une équipe qui performe très bien, qui tout est déjà sur les rails, si ça baisse un peu, on le remarque presque même pas, mais on voit que Red Bull il prend la place. Mais dans une équipe qui est milieu de peloton, c'est un peu plus difficile, ça fait plus trop mal si ça performe pas bien, parce qu'il y a beaucoup des autres qui vont prendre la place et c'est pas pareil. Et aussi, bon, on parle de l'usine, mais ça prend aussi du recrutement senior. Et c'est ce qui a été fait depuis quelques mois chez Aston Martin. Juste pour te dire, ils sont allés chercher chez Red Bull, ils sont allés chercher Andrew Alesi, le designer du clan de Milton Keynes. Aussi Dan Fowler, qui va devenir le nouveau directeur technique qui appartenait à Red Bull. Et entre autres, il y a Luca Forbato qui arrive de Alfa Romeo. Donc et il y a eu plusieurs embauches aussi, parce que évidemment, Aston Martin compte avoir entre 800 et 1000 employés, surtout dans leur nouvelle usine. Alors, le fait d'avoir du monde expérimenté qui sait comment gagner, ça peut aider Aston Martin. Et Lawrence Stroll aussi, certes, d'accord, peut-être qu'il est arrivé à la F1 avec son fils et tout, mais comme j'ai dit, c'est pas quelqu'un qui arrive comme ça qui veut dire ah, regardez, j'ai de l'argent, je peux me permettre d'acheter une équipe de Formule 1. Non, il fait comme n'importe quel investisseur dans une équipe sportive. Donc, c'est-à-dire, il investit dans Aston Martin parce qu'il sait qu'il y a du potentiel, que l'écurie de Formule 1 peut aussi amener à accroître les ventes. Et justement, on va en parler avec, dans le cas de Sébastien Vettel, mais avoir une figure célèbre comme Vettel peut aider justement autant dans l'écurie que dans les ventes aussi. Donc, l'ensemble, je le constate, il réfléchit intelligemment, il utilise son passé avec ses autres business pour en faire une marque de renom. Redonner à Aston Martin une marque le luxe qu'ils avaient. Et surtout en Formule 1, c'est pas la première fois que Aston Martin est là. Ça n'a pas été le grand succès, mais au moins cette année, c'est un peu plus facile. Donc, Anna-Maria, est-ce que tu es d'accord avec le fait que Lawrence Stroll a les reins solides pour permettre à Aston Martin de
de se battre pour le titre d'ici 3 à 5 ans, comme il l'a dit? Oui, quand lui parle, je pense que lui est sérieux. Il va pas dire quelque chose juste pour impressionner, parce qu'en plus, lui, il parle pas beaucoup. Ah, au moins que ce soit quelque chose de très important, mais je pense que si tout est mis en place pour que ça marche, je vois pas pourquoi ça peut pas marcher. C'est juste que il faut pas s'attendre à que l'année prochaine, ça soit l'année, non, il faut donner le temps. Il faut aussi pas donner le temps à partir du moment que lui a acheté, Racing Point, plutôt à partir du moment que ça devienne Aston Martin, que ça devienne plus sérieux, qui décide de construire une nouvelle fabrique, de mettre beaucoup de personnel, beaucoup d'efforts, mais qu'à partir de ce moment-là, en plus, lui, il a déjà fait partie de ceux qui ont décidé pour la nouvelle réglementation. Fait qu'il n'arrive pas juste là sans savoir à quoi s'attendre. Et que C'est maintenant, lui, j'imagine, comme tous les équipes, ils ont donné son, son avis et la nouvelle réglementation est prise et tout le monde est d'accord avec ça. Et maintenant, qu'est-ce que peut se passer? Est-ce que il va rester aussi à longtemps avec Mercedes? Ça, c'est autre chose, avec le moteur Mercedes, parce qu'ils vont avec la unité de potence, ça reste la même chose jusqu'à 2025. Ouais, mais il faut pas oublier aussi que Mercedes, je pense, détient 5% des parts de la marque Aston Martin aussi. Il y a una participación surtout de Toto Wolff. Monsieur Toto Wolff, Ouais, exact aussi. indépendamment de ce qu'il y a Mercedes mis aussi. Porque on voit que le monde est sérieux, c'est pas juste on est là pour figurer, non, on n'est pas là pour figurer, ils sont là pour performer, même si cette année il va pas très bien, mais quand même. Mais c'est ça, c'est cette année, je pense qu'il voulait vraiment se concentrer sur 2022, évidemment surtout avec la COVID, parce que normalement on était supposé avoir dans un monde sans pandémie, on était supposé avoir la nouvelle réglementation cette année, mais ça a été reporté à l'année prochaine. Et moi, il y a aussi quelque chose que je me demande parce que de tous ceux qui sont là, il y en a un qui retient plutôt mon attention et c'est Andy Green, le directeur technique chez Aston Martin, qui est là depuis les débuts de Jordan en 1991. Donc, lui, il a vu tout le changement de Jordan à Spiker, Midland, Force India, Racing Point. Donc, il a tout vu. Donc, moi, je pense que le fait de le garder et de lui dire, ben, donnez-moi une voiture une équipe qui est capable de gagner un championnat. C'est tout un défi. Puis pour lui, je pense que ça va être la première fois qu'il va réaliser ce défi. Tout comme Otmar Zafnauer, parce que on s'entend, Team Silverstone / Jordan, peu importe comment vous l'appelez. Eux, ils ont été là, ils ont gagné des grands prix de cette équipe dans le temps de Jordan avec Hans-Hard Frentzen et Giancarlo Beaucoup de Fisichella. chance. Ouais, il y a eu un peu de chance aussi, mais ils ont fait le travail. Ils ont gagné l'année dernière avec Sergio Perez au Grand Prix de Sakir. Donc, maintenant, c'est d'être dans un niveau un peu plus élevé. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Et pas juste la voiture, non. C'est pas juste la voiture, c'est toute l'équipe. Parce que il faut que, comme tu dis, il y a des monde qui est là depuis longtemps, mais ils sont habitués à travailler dans des conditions plus difficiles, mais ils essayaient de, de chercher des points avec les minimums. Fait que maintenant, il faut qu'ils se mettent dans la tête qu'ils sont plus à l'arrière.
Maintenant, il faut se battre à l'avant et c'est là que je pense que ils ont manqué un petit peu. euh, Cette année surtout, l'année passée, il y a quelques erreurs. On commence à voir les arrêts. Et c'est ça, quand la pression y arrive, il faut prendre des décisions. Et c'est là que ça se joue aussi. L'équipe, c'est pas juste Lawrence Stroll qui veut gagner. Il faut que l'équipe se mette dans la tête qu'ils sont capables de gagner, ils sont capables de performer. Et c'est pas comme avant. C'est, on dirait, il faut pas qu'il fasse la même chose que Pérez. Il faut se détacher. Ouais. Parce que c'est ça, je dis, même si on parle d'Aston Martin, j'ai fait une petite parenthèse de Pérez que cette année, lui, il est habitué à faire de mieux avec quelque chose que c'était pas la meilleure voiture. Et maintenant, il est arrivé à Red Bull qui a donné toute la confiance. Il a donné la voiture que lui, il méritait. Mhm. Mais on dirait qu'il n'est pas confortable. Ouais. Il n'est pas dans la tête. Oui, c'est parce que c'est pas la même chose. C'est comme à Hamilton, il va toujours en avant. Et dès que lui est un peu derrière, ça c'est pas facile. Il y a des problèmes, mais c'est la même chose pour Pérez. Lui en arrière, pas de problème, il va remonter. Mais quand lui est en avant, c'est là que ça se passe pas très bien. Et c'est ça aussi que, bah, on le voit un peu, parce que je pense que c'est plutôt une question de pression. Chez Red Bull, Oui. on va gagner le championnat. Ils ont confiance qu'ils ont la voiture pour. Chez Aston Martin, c'est juste un petit, parce que j'aime pas dire ça, mais un plan quinquennal. Donc c'est juste, disons, un plan de reconstruction pour, disons, reculer un peu pour mieux avancer. Oui. Et ça, pour une équipe qui n'a pas connu ça, c'est un peu compliqué. Mais c'est pour ça qu'il faut faire des changements. C'est pas juste, oui, il faut laisser les mondes et quand même on donne l'opportunité à beaucoup de monde. Ils ont pas changé tout le monde, mais c'est pour ça qu'ils ont besoin de nouvelles recrutements, de nouveaux mondes qui arrivent à l'équipe. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que on dirait l'équipe, ils se mettent dans la tête qu'ils vont gagner, qu'ils sont plus les petites équipes ils reçoivent des points quand il y a l'opportunité. Ils juste que se mettent dans la tête, regarde, il y a la voiture pour faire quelque chose, allez, et fais pas des erreurs. Il faut penser comme grand. C'est ça. Et je suis désolé, Anna Maria, mais je vais faire une référence. Je pense entre autres à des équipes comme le Paris Saint-Germain ou bien Manchester City. Des équipes, bah, plus du côté de Manchester City. Avant Manchester City, c'était une équipe qui vacillait entre rester en Premier League ou en division inférieure. Et ensuite, quand il y a eu un changement de propriétaire beaucoup plus riche, probablement qui est un peu plus riche que Lawrence Stroll. Cette équipe maintenant gagne des trophées. Ben, ils sont toujours pas capables de gagner la Ligue des Champions. Mais Ça va venir. mais ça va venir. Ça va venir. Donc, c'est ça. C'est de l'investissement autant financier que de l'investissement de personnel et avoir une mentalité de vainqueur. Là, c'est comme tu l'as dit, c'est fini de parler de d'être le petit poussé de la Formule 1 et de réussir à obtenir des résultats. Il faut être constant. Et je sais que l'année dernière, cette équipe Racing Point aurait bien pu finir 3e au championnat des pilotes. Oui, mais c'est ça. Il y a ouais. des petites choses qui se sont passées qui font ça que ça n'a pas très bien marché. Et c'est pour ça que des fois, le monde dit, ah non, mais regarde, Lawrence Stroll est trop ambitieux. Il ne peut pas dire qu'il va gagner. Et dit,
Mais oui, c'est ça qu'il faut dire. Mais c'est ça. Tu peux pas arriver là pour dire ah non, mais je suis là pour figurer. Non, et c'est ça. Il faut se mettre dans la tête qu'ils vont gagner parce que sinon, ça n'arrivera pas. C'est ça. Et Dieu sait qu'il y a eu des écuries qui sont arrivées avec des millionnaires, des milliardaires qui sont arrivés en Formule 1 pour le prestige, pour dire ah j'ai une équipe de Formule 1, mais qui n'avaient aucune idée de comment gérer ça. Alors, et il y en a eu plein. Je pense entre autres à Andrea Moda. Oh my God, ça fait déjà 30 ans. Ah, cette équipe était une blague à 4 roues. Là. C'était une blague à 4 roues. Là. Il y a même eu une question d'arrestation dans les paddocks, même si je me souviens bien. Donc, tu as le choix d'arriver et d'être comme Andrea Moda, ou tu as le choix d'arriver comme étant, à la limite, British American Racing, avec de grandes ambitions. Certes, ça n'a pas été le début, mais ensuite, il y a eu des rachats avec Honda, ensuite, Brown GP, maintenant Mercedes. Mais il va falloir bien investir. Et même, je pense, je suis tombé là-dessus aussi. Lawrence Stroll a dit que dans le deuxième trimestre en 2021, il a investi $1 milliard, mais les ventes sont supérieures comparées au premier trimestre. Alors, pour l'instant, ça va bien au niveau vente de voitures. Il y a eu un regain. Mais imagine maintenant que cette écurie devient une des puissances en Formule 1. Ouh, ça va rapporter à Aston Martin, la marque, beaucoup d'argent. Et ça, c'est quelque chose que Lawrence Stroll a pensé quand il a racheté Aston Martin. Donc, moi, j'aime le projet. J'espère que ça ne va pas être comme Renault qui disait comme ça, on on peut pas les comparer parce que Renault, il parlait comme une compagnie et il dit juste les discours diplomatiques. Ouais. On dirait, mais il gérait ça comme quand tu dis il y a une grosse nouvelle, ça va sauter dans les actions et ça va aller très bien, mais non, mais parce que Lawrence Stroll, il n'a pas juste mis l'argent sur l'équipe, il n'a pas juste mis l'argent sur Aston Martin, c'est lui qui travaille dessous pour que ça marche, c'est lui-même qui s'occupe, c'est lui-même qui l'a tout le temps, c'est pas juste pour figurer, pour donner de l'argent et quelqu'un d'autre et c'est qui fait le travail, comme Haas. Haas, il y a un directeur d'équipe qui est à peu près, je ne sais pas de la façon que lui travaille, je trouve que c'est pas très c'est pas fameux. Oui. L'équipe est sur une pente descendante. Ça a bien commencé. Il y a eu un petit creux, peut-être la ligne peut-être c'est la deuxième année. Mais oui, mais lui est comme, on dirait que il y a Jim Haas qui pousse pas non plus pour que ça fasse mieux. On dirait qu'ils sont confortables juste à figurer dans la Formule 1. Peu importe si ça marche ou ça marche pas. C'est pas le cas de Lawrence Stroll. Lui, si ça marche pas, je te dis, si ça commence à pas marcher, il va défaire ça avant que ça devienne une perte d'argent. C'est ça. Mais lui, il veut, et ce n'est pas ça qu'il veut. Et tandis que, CA, c'est peut-être leur modèle d'affaires aussi. Au début, c'était ingénieux. Ça l'est un peu moins, mais surtout avec l'histoire de Rich Energy aussi, le partenariat, c'est un partenariat très louche. Tandis que Aston Martin, l'équipe de Formule 1, s'est associé avec Cognizant, qui est une grosse compagnie de services informatiques aux États-Unis. Et eux sont très sérieux. Donc, le fait de les avoir comme commanditaire principal de l'écurie de Formule 1,
ça montre le sérieux, ça montre aussi un sérieux que je vais pas dépenser de l'argent sur n'importe quoi. Je vais le faire parce que je sais que il va y avoir du monde qui va adopter ma démarche, qui va me suivre dans ma démarche, et que si ça va mal, ils vont quand même me soutenir. Et je pense que c'est ça aussi que je vois en Aston Martin. Et pour passer au troisième point, en attendant aussi que Marc-André arrive pour nous donner un peu son impression, Sébastien Vettel, cette année, c'est une excellente, moi je trouve que c'est une excellente signature parce que, justement, pour entrer dans ce projet de vouloir gagner des titres pour les prochaines années, avoir un pilote qui a une excellente éthique de travail en Sébastien Vettel, c'est une très bonne idée parce que ça va changer un peu la mentalité et peut-être pour Lance Stroll aussi. Mais Sébastien Vettel qui va aider justement les ingénieurs de piste pour savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qui doit être jeté à la poubelle, qu'est-ce qu'on doit garder. Je pense qu'un pilote expérimenté comme Vettel, certes, il sort d'une année 2020 très difficile, mais c'est quand même un quadruple champion du monde. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Même si, peut-être, bon, d'accord, ces belles années sont derrière lui, mais il peut aider il peut aider pour, justement, dans un projet à court terme court ou moyen terme, il peut aider Aston Martin à gravir les échelons. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai, qu'est-ce que tu dis, parce que lui, Vettel, il travaille très bien, il a de l'expérience, et il s'est mis sur Aston Martin parce qu'il croyait dans les projets aussi, et ça va dans... Maintenant, on voit pas assez beaucoup qu'est-ce qui se passe, mais avoir un pilote avec beaucoup d'expérience, ça apporte beaucoup. Même si c'est pas lui que peut-être il va pas être toujours en avant, c'est quelque chose d'important parce que comme tu l'as dit avant, Mercedes y est arrivé, il y avait quand même Michael Schumacher. Et ça gagnait pas tout de suite, les résultats, ils n'y arrivent pas pour magie, mais il faut du travail, quelque temps pour que ça marche, parce que lui Schumacher, disons que quand lui est arrivé à Ferrari, il n'a pas gagné tout de suite non plus. Il fallait qu'il fasse le travail avant. Disons que Vettel est pas dans la même... et plus dans la phase Michael chez Mercedes, il faut pas s'attendre qu'il va gagner des titres chez Aston Martin, peut-être, mais quand même, il fait le travail cette année, il a profité beaucoup, même s'il était pénalisé quelquefois, parce que c'est là que j'ai dit, il faut que l'équipe se mette dans la tête qu'ils sont là pour gagner, ils n'ont pas le droit à l'erreur, aucun erreur, ils n'ont pas le droit à l'erreur parce que ça coûte cher. Ah oui, tellement. Ça coûte cher. Quand tu es pénalisé un podium, quand tu es éliminé des podiums, c'est pas n'importe quoi. C'est ça. Et juste avant de te redonner la parole, juste à regarder le classement actuel des constructeurs. Il a fait beaucoup de mal, ça. Écoute, les 18 points perdus par Vettel, ça fait un peu mal, hein? Parce que je regarde, ils sont présentement 7e, loin derrière AlphaTauri et Alpine. Tu vois, ils sont à 7e avec 59 points contre 84 pour AlphaTauri qui, exceptionnellement, au Grand Prix d'Italie, n'a pas marqué de points alors qu'il marquait constamment. Au moins une voiture se retrouvait dans les points. Oui. Mais c'est ça, si tu veux te démarquer, il va falloir que tu adoptes
l'éthique de travail d'un quadruple champion du monde. Et justement, je lisais aussi un article qui était apparu il y a quelques semaines il y a quelques mois sur le site de la Formule 1. Il y a Christian Horner qui avait dit dans une entrevue avec David Coulthard que les débriefings avec Sébastien duraient 2 heures. 2 heures. Ce serait genre une demi-heure à peu près, puis ensuite genre compléter le tour de formation et tester les bouteilles. Mais vraiment, les débriefings sont longs du côté du Vettel. Puis Otmar Szafnauer a confirmé que c'est maintenant la même chose du côté de chez Aston Martin avec Vettel. Ouais, c'est long, Vettel, il veut tout contrôler. C'est ça aussi, il faut aussi que mais moi, je suis personne pour donner des conseils. Mais je pense que Vettel, il faut que s'investisse plus dans l'équipe parce que si lui essaye de tout contrôler, il n'est pas, quand c'est le moment de se mettre dans la course, on dirait qu'il n'est pas à 100%. Ben, je pense qu'au contraire que c'est ce qu'il fait, parce que je pense qu'il s'est très bien intégré à l'équipe. C'est sûr que... Là, mais c'est ce que je dis, que des fois, ça on l'a vu un peu en Ferrari, des fois, il se laisse distraire pour des petites choses, parce qu'il veut tout avoir le contrôle sur tout. Et c'est là que je dis qu'il faut des fois lâcher... c'est bien pour l'équipe quand il parle de Fifi et tout, mais il faut pas essayer de tout contrôler non plus parce que il faut les laisser le travail à les autres. Et des fois, pour vouloir tout contrôler, on oublie des petites choses à faire. Mais je pense aussi, parce qu'il dit, quand il était chez Ferrari, il voulait faire comme Michael Schumacher. Et ça fonctionne. Et disons du côté de Schumacher, ça a fonctionné parce que autant lui, il savait. Évidemment, c'était dans un temps où les essais privés étaient illimités. C'est pas pareil. Maintenant, c'est plus pareil. Donc, mais tu peux quand même t'inspirer de Michael Schumacher, voire même l'imiter, tout en restant dans la dynamique, dans un monde. En 2021. Alors, moi, je pense, personnellement, peut-être les résultats ne sont pas apparents maintenant parce que la voiture est difficile à conduire, surtout quand il est question de low rake, comme chez Mercedes. Mais, quand même, si on sait pas ce qui se passe en coulisses. Mais on voit pas, c'est ça, parce que je parle de qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur, qu'est-ce qu'il nous montre de l'extérieur. Et ça, la seule petite chose, même si après mon commentaire, le monde n'aime pas des fois, c'est que cette année, oui, il était content chez Aston Martin, on le voit travailler beaucoup, mais on le voit travailler aussi sur plusieurs choses. Et je ne sais pas si c'est comme ça ou c'est parce que les caméras les montrent beaucoup. Il investit beaucoup d'efforts dans les coaching à Mick Schumacher. On le voit toujours à côté, même si c'est dans l'équipe, on donne des conseils, il parle avec lui. C'est là où je dis, des fois, il veut tout contrôler, il se laisse distraire. Je dis, des fois, des moments, et ça serait peut-être plus mieux pour l'équipe si parlait un petit peu plus avec Stroll, que c'est lui qui a la même voiture que lui. Ouais, mais en même temps, je pense mais que comme c'est je te dis, c'est juste la perception de l'extérieur, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est ça. On n'a pas tous les détails, évidemment. On se fie sur les articles, sur les propos de
du Ils sont, personnel. qu'est-ce qu'on voit, parce qu'à chaque fois dans les paddocks, c'est ça qu'ils montrent. C'est ça. Et aussi, la relation entre Sébastien Vettel et Lance Stroll aussi, elle est importante parce que, bon, à part peut-être le petit incident, je dirais, entre guillemets, quand Stroll a dépassé Vettel dans le premier Lesmo au départ et qui a fait en sorte que Vettel a perdu quelques places. Sinon, la relation est très bonne, semble être, je dis semble être vraiment bonne entre les deux. Et avoir un pilote de haut calibre comme Vettel peut aider justement Lance Stroll à se développer. Donc, évidemment, Vettel ne sera pas là éternellement. Il a 34 ans. C'est sûr que, et évidemment, à un moment donné, il va prendre sa retraite. Ou, dans un cas échéant, si jamais Vettel adore l'expérience chez Aston Martin et qu'il veut vraiment s'investir là-dedans, il pourrait avoir un rôle dans l'écurie en tant que tel. Et ça, justement, pour revenir dans la vision de Lawrence Stroll, ben, avoir justement une mentalité de champion, ben, tu as un champion du monde dans tes rangs, en plus du personnel technique qui a travaillé avec des équipes championnes du monde aussi. C'est ça aussi, ça pourrait aider. Et justement, pour faire balancer vers justement son coéquipier, ben, tu lui donnes un peu les bases pour devenir un futur leader si jamais, dans l'optique, ben, Lawrence Stroll veut que Lance devienne son pilote numéro 1. Donc, je ne sais pas si ça va arriver un jour, mais... Mais je pense pas qu'il y a pas pilote. Je pense pas qu'il y a des pilotes numéro 1 à Aston Martin. Je pense que chacun fait son travail quand même. Et on voit Stroll quand même depuis 3-4 ans et il commence à faire son travail lui-même aussi parce qu'il fait sa course. Peu importe ce qu'il fait Vettel, c'était la même chose l'année passée. Lui faisait sa course et Perez faisait sa course parallèlement. Exact. Et tandis que, bon, moi je trouve que, est-ce que Lance Stroll est le pilote d'avenir chez Aston Martin? On ne sait pas, on verra qu'est-ce qui ça va arriver. Mais c'est sûr que Lawrence veut faire de son fils un vainqueur de Grand Prix et éventuellement un champion du monde. Mais est-ce que Lance a les capacités pour? On ne sait pas. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Lance a quoi, 22 ans? Il a 22 ans. Même si c'est sa 5e saison en Formule 1, il est arrivé, il avait 18 ans. Donc, c'est pas comme s'il était arrivé à 25 et que déjà à 30 ans, il n'a pas encore atteint son plein potentiel. C'est ça le truc aussi. Donc, si Aston Martin veut que Lance Stroll fasse partie de leur projet de championnat du monde, de devenir champion du monde, ben, il va falloir que cette écurie soit patiente avec Lance, mais en même temps de lui mettre un peu plus de pression. Il écoutait aussi un petit peu. Oui, et écouter aussi un petit peu. Et parce que qu'est-ce qu'on remarque cette année, c'est que des fois, il demande des choses, si l'équipe, on dirait qu'il y a son plan. Il suit son plan. Ouais, c'est ça. Je pense que... Et je pense que c'est ça aussi le truc, c'est que il va falloir aussi que Lance soit plus coopératif avec ses ingénieurs de piste. Bon, c'est sûr qu'on le voit du côté de la diffusion, on s'entend, mais on ne sait pas ce qui se passe encore. Oui, c'est ça, on le voit de l'extérieur, mais on voit aussi que des fois, lui, il demande quelque chose et l'équipe,
il a décidé de faire autre chose et ça arrive que ça peut marcher comme les fois qu'il reste à la qualif, il reste dans la première en Ouais. courant parce que lui il demande non, pourquoi ils n'ont pas changé les gommes, pourquoi il n'a pas fait ça, il demande à la radio, la dernière fois il était très fâché, même que la radio il faisait bip 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 tout le temps. Ouais. Mais c'est ça qui peut arriver. Il faut, comme tu dis, pour gagner, il faut que tout le monde se fasse confiance, que tout le monde travaille ensemble. Et je te dis ça parce que des fois, quand j'ai fait des interviews à pilote, comme on va mettre un exemple, Tatiana Calderón, il dit, mais après, les résultats n'y arrivent pas, mais si tu fais tes réglages, tu demandes à l'équipe de faire ça, faire ça, mais non, ils vont pas t'écouter à toi parce que c'est pas toi qui as l'expérience. Ils vont écouter les pilotes les plus expérimentés qui, en théorie, ils savent plus quoi faire, mais des fois, ça arrive que ce qui est bon pour lui, c'est pas bon pour moi. C'est ça. Et tu peux pas te fier tout le temps parce que l'autre pilote qui est très bon fait ça, il faut faire ça pour moi aussi. Et puis, tu vois, dans l'entrevue dont je mentionnais avec Damien Smith de Autocar, Lawrence Stroll disait que, bon, il n'a pas de problème concernant son manque de performance. Bon, il a terminé 7e à Monza, mais sinon, ça a été... En début de saison, Stroll a été celui qui a marqué les points pour Aston Martin dans Oui, c'est le les premier 30 à marquer des points. C'est ça, ça a été le premier. Donc, tu vois que il est capable, il est quand même, on pensait qu'on allait avoir enfin de la constance. Et c'est ça qu'on reproche avec son rythme en qualification, mais ça, la voiture est quand même un peu plus compliquée. Mais c'est ça qu'on reprochait à Lance Stroll, de manquer de constance et de rythme en qualification, même s'il a obtenu une pole position au Grand Prix de Turquie l'année dernière. Donc, pour moi, je veux bien croire que Lawrence Stroll n'a pas de problème avec le manque de performance de son fils. Mais à long terme, comme j'ai dit, si jamais tu veux vraiment croire à ses chances, il va falloir le tacler pour qu'il soit meilleur. Même parce que là, c'est sa 5e saison. Je comprends si on prend l'envers de la médaille. Je comprends qu'il a 22 ans, mais c'est sa 5e année. Donc, il a déjà acquis plusieurs bases sur la conduite en Formule 1, sur comment compétitionner. Alors, c'est ça aussi qui fait en sorte que les gens doutent de son talent. C'est parce que... Ben, c'est juste le faire confiance parce que, regarde, c'est pas juste conduire, il est dans la tête aussi, hein. Stroll, il y a toujours la pression parce que le monde n'est pas capable de l'évaluer sin avoir son père à côté. Le monde n'est pas capable de le regarder comme pilote, lui tout seul, c'est tout. Ouais. Parce que, regarde, il y a beaucoup dans Formule 1 qui font la même chose. Il y a des années, ils ne performent pas. Il y a Latifi, et il y a qui ne sont pas constantes, il y a qui s'arrivent, qui s'en vont. Peut-être, c'est ça aussi, parce que quand tu parles de Lance, il est toujours question de son père. C'est ça, c'est parce que ça a souvent été, disons, le talon d'Achille, c'est sa réputation de fils à papa, fils de milliardaire, daddy's cash. Et c'est ça aussi qui veut se débarrasser. C'est cette étiquette qu'il veut se débarrasser. Pour dire, j'ai gagné en Formule 3, j'ai gagné des championnats partout, presque partout où je suis passé. Donc, je sais conduire. Certes, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Certes, l'argent du père l'a aidé à avoir un volant. Il faut être honnête. Ben, ça, il faut être honnête. Et ça, c'est... Il y a des Verstappen
C'est ça. que ça sort pas, il y a dans des années, il sait pas tout le temps qu'il y a un Verstappen qui est capable de performer, qu'il n'y a pas besoin, pas beaucoup. Verstappen, c'est comme qui il arrive et il veut courir, il court, c'est tout, c'est un talent et tout. Mais tout le monde qui est dans le motosport, il y a besoin de quelqu'un. Si n'est pas l'agent de son père, c'est l'agent de quelqu'un d'autre, mais C'est ça. c'est pas une question de talent, c'est juste que c'est cher. Mhm. Et il faut être honnête, c'est pas n'importe qui peut se donner la chance de faire ça. C'est ça. Il y en a plein. Il y en a plein qui Tous, voudraient. c'est comme Norris est très bon, ça performe bien, il y a la chance d'être McLaren, mais lui, oui, son père, il a beaucoup d'argent, Ouais. pas comme Stroll, mais quand même. C'est ça. Donc, cette étiquette de pilote payant, c'est sûr, c'est quelque chose qui a existé, mais c'est pas tant péjoratif, et surtout du côté de Stroll, parce qu'on sait qu'il a du talent. Donc, le truc aussi, et c'est ça aussi que peut-être les gens reprochent, c'est jusqu'à quel point il est capable d'avoir du succès en Formule 1, parce que là, il a des podiums, ce qui est très bien. Il a une pole position. Ça, au moins, il y a rien qu'on peut enlever. Ça, il n'y a rien qui peut enlever. Mais maintenant qu'il a tout Mais ça... il faut qu'il gagne. il faut Et quand il va gagne. gagner son championnat, tout le monde va dire, ben là, c'est son père, il a fait ça, qu'il est capable de gagner un championnat. Et c'est toujours, ça C'est va être toujours la ça. même affaire. Non, c'est ça. C'est quand même très compliqué, mais dans les circonstances, comme je dis, si jamais Aston Martin veut que Lance Stroll fasse partie de de leur projet, ben il va falloir qu'il passe à un autre niveau. Et heureusement, il a 22 ans, mais il en est à sa 5e saison. Donc, Mais lui aussi, pour cette année, il dit, ah, j'ai fait plus ça. non, c'est ça. Mais tu vois, moi je pense que en quelque sorte, si tout va bien en 2022, peut-être qu'on va avoir Verstappen build, un Stroll différent. On se le souhaite. On se le Oui, souhaite. et on va ver Verstappen en Ferrari, non? Ouais, non. Not gonna happen. Ça n'arrivera pas. Je ne le pense pas. En attendant que Marc-André arrive, je sais qu'il est à peu près encore avec ses études, là, mais on va parler de McLaren. Parce que, évidemment, la victoire de Daniel Ricciardo est un feel-good pour lui personnellement, mais c'est aussi une très belle histoire de retour en force pour McLaren, parce que c'est la première victoire de l'écurie de Woking depuis Brésil 2012, gracieuseté de Jenson Button. Et c'est aussi la première victoire, ce fut aussi le premier doublé, de McLaren depuis Canada 2010, grâce à un doublé de Lewis Hamilton et Jenson Button. Donc, il ne faut pas oublier que il y a 5 ans, cette écurie, 6 ans, cette écurie avait un moteur Honda qui était risible. On va se dire c'était risible, avec des pénalités à gogo, des énervements du côté de Fernando Alonso et des abandons. Mais là, on voit que cette année, cette équipe est en train de revenir pas tranquillement, mais est en train de revenir parmi les meilleures écuries. Surtout avec la grosse histoire qu'elle a avec ses nombreux championnats, les nombreux pilotes qui sont passés, les Senna, Prost, Fittipaldi, Hakkinen, Hamilton, Coulthard et compagnie, j'en passe. Donc, Anna Maria, est-ce que... en fait, c'est vraiment un retour triomphant pour McLaren. Ouais, on dit un retour depuis plus que 5 ans, beaucoup de temps. Ça l'a pris du temps depuis la dernière fois. Ça l'a pris du temps depuis la dernière fois. Et
je pense aussi que yo, tu sais, on parlait tantôt de il faut travailler, il faut que tout le monde se comprenne, il faut que tout le monde soit ensemble et qu'ils ont la même mentalité pour aller de l'avant, que ça y était pas quand il était Honda, ça marche pas. Mais je dirais que côté l'équipe aussi, c'était un peu facile parce que on pouvait mettre toute la faute sur Honda. Oui, les moteurs, ça marchait pas, mais ça là que ça travaillait pas très bien parce que dès qu'ils ont retourné avec Renault, ça marchait pas non plus. Non, c'est ça. Tu sais, on peut peut-être blâmer Honda, mais 2018, Oui, c'était pas fameux non plus. On pourrait dire que c'est non, vraiment, non, non. ben, tu sais, c'était pas fameux, mais au moins cette équipe revenait. Ça a commencé, mais la question c'est qu'ils ont commencé à se rendre compte que c'était pas juste les moteurs. Il y avait la voiture aussi il y avait plein de choses à refaire, à corriger, que avant ils se mettaient juste, non, c'est Honda, ça marche pas. Mais dès qu'ils ont commencé à travailler sérieusement, on dirait que dès qu'Alonso est parti, il est arrivé, tout se mit en place pour que ça marche. Ouais. Mais tu vois, Mais Mercedes cette année-là déjà, oui, Mercedes il est déjà là, qu'il n'y aurait pas revenu si Alonso il serait là. ouais. Mais tu vois, Mais, mais tu vois, je crois aussi que 2010, on parle de 2018. Il y a un article, je vais mettre ça sur la page du bulletin GP de notre podcast, sur notre site web. Il y a The Race qui parle justement de 2018. Je sais pas si tu te souviens, Anna Maria, lors des essais pré-saison, lorsque Fernando Alonso a perdu son pneu lors d'un tour de chauffe lors des oui, essais, ben, tu vois, c'était la première année avec Renault. Et là, on disait, ben, maintenant, c'est fini. Tu peux plus blâmer Honda. oui, C'est ta c'est faute. ça. Et là, Alonso parvient à terminer cinquième et Stoffel Van Dorn je pense, avait marqué des points dans cette course. Je pense qu'il avait fini huitième, si je me souviens bien, en Australie en 2018. Mais ce Grand Prix a, disons, faussé les résultats parce que c'était pas mieux. C'était pas mieux. C'était pas une voiture qui était aussi, voire Non. meilleure que celle de 2017. Alors, je crois que vraiment, le vrai retour en force de McLaren, c'est en 2019, avec Carlos Sainz et Lando Norris, et avec un Oui. moteur un moteur un peu plus performant, mais aussi une meilleure Mais, compréhension du moteur aussi. sí, un mayor compresión de motor y un mayor watt, porque on dirait que de toute façon, McLaren qui revenait, il était bien mieux que Renault. Ça marchait quand même bien, disons que, et je pense que avec Sainz, avec Norris aussi, ça travaillait très bien. On dirait que après que toutes les focus est sorti de l'équipe et personne regardait, ça commençait à travailler pour Beret Mhm. et ça commençait à marcher aussi parce il y a eu beaucoup de changements. Avant, c'était Zach Brown qui occupait comme trois postes dans l'équipe, mais qu'après ça, ils ont changé et juste, ils s'occupent d'une seule chose, c'est tout, et chacun a pris son rôle, chacun a appris à travailler dans, dans son rôle, et c'est ça qui a fait que je pense que maintenant,
ça marche. Depuis l'année passée, ça marche. Cette année, on voit Norris performer. Ricciardo, c'était plus difficile le retour pour lui. Ouais, ça a été un peu plus difficile. Mais tu vois, tu parlais de Zach Brown. Ça aussi, c'est quelque chose qui a changé la dynamique. C'est son arrivée. Parce que en 2018, je pense que c'était après le Grand Prix de France 2018, McLaren est allé vers une restructuration. Éric Boulier, qui était le directeur de l'équipe de 2015 jusqu'à 2018, jusqu'en juillet 2018, ben, ça n'a pas été fameux. Puis ensuite, ils ont décidé de le remercier. Et Zach Brown est arrivé. Et Zach Brown a une mentalité. C'est un ancien pilote. Non, mais ça qui était avant 2018, parce que lui est rentré. Ils se sont occupés de faire sortir Ron Dennis. Et c'est là que Zach Brown est rentré, juste à tout changer et à faire comment effacer tout Ron Dennis de l'équipe. Ouais, mais tu vois... C'est ça, et c'est ça que je dis. C'est pour ça qu'il se concentrait pas trop à travailler sur la voiture parce qu'il y avait beaucoup de choses niveau gestion qui se faisaient derrière. Avec beaucoup de... Et tu vois, il y a aussi... il y a aussi, moi c'est une de mes acquisitions préférées des dernières années, l'arrivée d'Andreas Seidel comme à la place d'Éric Boulier en quelque sorte. Oui. Lui, ça changeait tout. Ah oui, parce que Andreas Seidel il a connu la Formule 1 quand il était chez BMW, mais c'est surtout chez Porsche en endurance où il a mené cette équipe à 2 championnats du monde d'endurance. Et aussi à des victoires aux 24 heures du Mans. Mais Seidel, c'est un homme très intelligent et c'est arrivé à vraiment changer la dynamique de l'écurie. Donc, avoir Carlos Sainz et Lando Norris et Daniel Ricciardo, c'est bien. Mais l'arrivée d'Andreas Seidel, je pense, est-ce qu'on en parle assez ou non? Moi, je pense que c'est quelque chose qui doit être mis en compte parce que ça, c'est une grosse acquisition. Sa vision de travail aussi a vraiment amené McLaren à un autre niveau. Et tu vois, quand on parlait de Aston Martin, d'avoir un architecte pour justement amener cette équipe vers des victoires et même à de meilleures ambitions à long terme. Ben, Andreas Seidel, c'est ce qu'il avait fait avec Porsche. Jusqu'à ce que l'équipe se retire du championnat du monde d'endurance. Donc, c'est la même mentalité qui va amener chez McLaren. Donc, ça prend aussi un Seidel plus j'y pense, je pense que ça prend aussi un genre d'Andreas Seidel chez Aston Martin. Et tu le remarques aussi que Zach Brown aussi s'est vraiment investi ailleurs qu'en Formule 1. Il y a eu le cas c'est ça que je disais avant, parce que lui, il était dans tout, parce que lui a ses équipes aussi, en résistance. Ouais, en endurance, avec une endurance, oui. Il y a ses équipes, il y a comme 3 ou 4 voitures, et il faisait beaucoup de choses, et c'est ça le problème qu'il y avait. Il passait son temps à donner des idées à Fernando de faire autre chose, et il se concentrait pas vraiment dans l'équipe comme tal, mais c'est de quand André est arrivé, lui a dit, je travaille pour l'équipe, laisse-moi travailler. Pour la marque en tant que telle. Oui, laisse-moi travailler. Et lui, il y a eu les poubelles comme pour s'occuper de ses affaires. Et c'est là que Fernando est un peu disparu de McLaren, parce qu'avant, lui, il restait un peu dans l'équipe. Il y avait encore des ambassadeurs et choses, mais lui a dit, non, mais moi, je travaille avec pilotes qui sont là, Landon et Carlos Sainz. Ouais, exactement. Puis tu vois maintenant, en IndyCar, ça va très bien, avec Pato O'Ward qui se bat pour le titre, avec 2 courses à faire en IndyCar, avec Arrow McLaren.
aussi en endurance avec United Autosport. Aussi, ça va relativement bien. McLaren veut aussi tâter le terrain en formule électrique aussi. Enfin, si ça fonctionne. Et ils ont annoncé aussi récemment qu'ils vont se concentrer aussi sur l'extrême E, le championnat de rallye raid électrique. Donc, ils ont même embauché Tanner Faust comme pilote, qui est un excellent pilote de rallycross, entre autres, et de rallye aussi. Donc, les affaires vont vraiment bien du côté de McLaren. Donc, c'est vraiment bien de voir, en fait, comparé à, l'ère que j'ai connue chez Ron Dennis, quand j'étais petit, c'était une ère plus c'était un peu plus corpo, mais là, chez McLaren, on se laisse un peu plus aller. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dis, oui, se les allait en investissement, mais quand même, c'est différent parce que quand Ron Dennis, il s'occupait de l'équipe, de que ça marche, et quand lui est sorti, on dirait que tout le monde faisait n'importe quoi jusqu'à que soit ramené à nouveau et se concentrer dans l'équipe et maintenant les choses ça commence à marcher. Oui, commence à paraître à indiquer, mais il faut se mettre dans la tête que c'est pas McLaren comme tal qui fait l'auto, c'est pas McLaren qui a les moteurs, c'est juste investir de l'argent et la indicar l'équipe y était derrière là. Yo mis son nom dessous, yo investi de l'argent, les motos ça vient de Chevrolet, l'auto, tu sais, indiquer tous les autos sont pour Dallara, c'est les mêmes châssis pour tout le monde, fait que oui, ils sont dehors, mais c'est pas eux qui font le travail. Quand ils ont essayé de faire une voiture pour indiquer, ça crachait aussi. Ah oui. Quand on essayait de faire eux-mêmes la voiture, ça n'a pas marché, même si il n'y avait pas grand-chose à faire parce que, comme on vient de dire, les châssis, c'est un Dallara. C'est ça. Donc, c'est un peu plus facile pour eux. Mais tu vois, moi, moi, je pense, en général, c'est vraiment bien de voir McLaren revenir au sommet. On sait que ça a été des moments difficiles, même avant l'arrivée de Honda, quand, entre autres, 2013-2014, entre autres, l'écurie n'était pas capable de... surtout 2013, quand Lewis Hamilton est parti pour Mercedes, McLaren a eu vraiment du mal à avec Button et Perez. La voiture était pas fameuse, aucun podium. En 2014, ça a été un... Mais c'est un échec, même si les plans y étaient bons, quand même. Mais on ne savait pas que ça c'était très difficile pour Honda, c'était très difficile pour McLaren, c'était très difficile pour Alonso, que je sais pas. Ah ouais. Et moi, je sais pas, c'est sûr, depuis le départ de Alonso, les choses vont mieux. Donc, je sais pas s'il y a cause à effet. On dirait que tout le monde est plus relaxé, tout le monde y travaille plus à son goût, pas à son goût à lui. Ouais, exact. Donc, je sais ça pas. Ça, c'est aussi, c'est quelqu'un qu'il faut, même s'il est plus tranquille à Renault, il arrive à... Il arrive à mettre son grain de sel, mais chez McLaren, au moins, là, l'équipe est 3e au championnat des constructeurs. Mais tu vois maintenant, McLaren il est 3e et il gagne des courses et ça performe très bien. Et de côté Honda, il est dans la course pour le championnat. Ouais, tu vois, je pense que Red Bull a compris comment travailler avec Honda. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi qui a vraiment fait couler McLaren pendant 3 saisons. Donc, c'est ça. Alors, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP.
La semaine prochaine, on va parler du documentaire sur Michael Schumacher qui est disponible depuis ce mercredi sur Netflix. C'est un documentaire d'à peu près 2 heures. Donc, on va livrer nos impressions. Donc, on va se réserver un bon 2 heures durant la prochaine semaine pour regarder ça. Puis ensuite, on va vous revenir là-dessus. Donc, malheureusement, Marc-André n'a pas pu être là. Mais il sera là la semaine prochaine pour qu'on puisse parler du documentaire. Alors, vous pouvez nous rejoindre sur bulletingp.com pour pour écouter les autres podcasts, lire les chroniques top et contre-performance et etc. Nous sommes aussi disponibles sur Facebook, Twitter et Instagram @lebulletingp. Et vous pouvez écouter aussi le podcast sur toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées. Surtout, il y a aussi le groupe Facebook F1 Québec qui est disponible. C'est un groupe privé, mais qui est très fun. Il y a de belles discussions, surtout respectueuses, entre autres après ce qui s'est passé lors du Grand Prix d'Italie. Ça s'est fait dans le respect. Alors, et il y a de très bons modérateurs qui font le travail. Donc, je salue Julien, François et compagnie qui s'occupent de ce groupe. Avec une très bonne volonté, avec une très belle attention surtout. Alors, c'est aller sur F1 Québec. On va mettre le lien d'ailleurs sur la page du podcast de cette semaine pour que vous puissiez les rejoindre. Anna Maria, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Et puis, évidemment, on salue Marc-André qui était surtout occupé avec ses cours et malheureusement, je pense qu'il n'a pas pu nous rejoindre à temps. Mais il sera là la semaine prochaine pour parler du documentaire sur Michael Schumacher. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Salut tout le monde!